rien. Et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et comme chaque semaine, on fait ça avec Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et elle est coordonnée par Camille Bloomberg. Cette émission est préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Eban Valéis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et toutes les plateformes de podcast. L'Europe de la santé n'existe pas. Les États n'ont jamais transféré au niveau européen le moindre pouvoir en matière de gestion des crises sanitaires comme celle que nous vivons. Cette Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité. Vous venez donc d'écouter dans l'ordre Pascal Canfin, député européen Les Verts en 2020, et puis également Emmanuel Macron, vous l'aurez reconnu, le 18 mai 2020, lors d'une conférence de presse avec Angela Merkel, lors de l'annonce de l'accord franco-allemand sur un plan de relance européen. Alors, quelle est l'idée reçue, Vincent ? L'idée, Tania, c'est que l'Union européenne n'aurait rien fait pour gérer la crise sanitaire. On avait traité cette question déjà dans l'épisode 13, souvenez-vous. On était un peu au début de la crise sanitaire et quelques mois après, eh bien, on fait le bilan. Très bien, donc d'où nous vient cette toute nouvelle légende européenne ? Alors Tania, toute nouvelle effectivement d'un peu partout dans le champ politique français et européen. Et comment s'est-elle répandue ? Alors, le Rassemblement national a largement contribué à répandre cette idée, et ce qui est paradoxal, c'est que Marine Le Pen se demande à quoi sert l'Europe, mais à aucun moment ne se satisfait que l'Europe ne fasse rien, car ce serait à l'État d'agir. Non, on tombe là dans les contradictions des populistes qui crient haro sur l'Europe en longueur de journée et qui, pendant la crise, se plaignent qu'elle n'en fasse pas assez. Est-ce qu'ils voudraient, du coup, ces populistes ou ces anti-européens, est-ce qu'ils voudraient finalement plus d'Europe ? Ah oui, je suis sûre qu'ils veulent plus d'Europe, mais dites-nous pourquoi cette idée reçue plaît-elle ? Elle plaît, parce que elle conforte les eurosceptiques sur l'inutilité de l'Union européenne. Elle permet aussi, schéma classique, de trouver un bouc émissaire au problème du moment, surtout quand ce problème est dû à des défaillances bien françaises, les masques qui manquent, l'industrie française du médicament partie en Chine et les systèmes de santé mal entretenus, alors que nous pensions être les meilleurs du monde dans ce domaine. Et puis, s'y ajoute depuis peu l'avance prise par le Royaume-Uni dans la campagne de vaccination et qui est devenue un argument des pro-Brexit ou des critiques de l'action de l'Union. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ou c'est un peu les deux ? Il est difficile de trancher nettement, Tania, parce que la solidarité européenne a failli au début de l'épidémie de coronavirus, mais c'est surtout dû au peu de pouvoir qu'a l'Union européenne en matière de santé, ce qui n'a pas empêché, malgré tout, d'agir. L'Europe. Alors, on a longtemps reproché à l'Union européenne sa gestion chaotique des frontières en pleine crise sanitaire. Je crois qu'on lui reproche encore, non ? Oui, mais Tania, il faut quand même essayer de revoir un petit peu ce qui s'est passé. Le 11 mars, l'Autriche ouvre le bal en fermant sa frontière avec l'Italie, alors en plein chaos épidémique. Le 12 mars, c'est au tour de la Hongrie. Le 13, le Danemark. Jusqu'à ce que, le 16 mars, la Commission européenne demande aux États membres de se coordonner pour une fermeture ordonnée des frontières. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle ne peut pas le faire elle-même. La gestion des frontières intérieures est certes encadrée par les règles européennes, mais c'est aux États de décider, lorsqu'une crise se présente, de fermer ou laisser ouverts leurs frontières. Résultat, le lendemain même de cette demande de la Commission, les États membres ont décidé de se coordonner. On peut déplorer que l'Union ne puisse pas elle-même décider du sort des frontières intérieures, ou on pourrait au contraire s'en réjouir, c'est selon votre position, mais pour comparer. Aux États-Unis, Washington, comme Bruxelles en Europe, n'a pas le pouvoir de fermer les frontières intérieures entre les États. Une polémique avait d'ailleurs éclaté au printemps, la Maison-Blanche menaçant New York, alors en prise avec une très forte circulation du virus, de lui fermer ses frontières. Réponse du gouverneur de l'État de New York, si Donald Trump s'avisait de prendre une telle décision, ça serait contraire à la Constitution. Et sur la gestion plus précisément d'une épidémie, pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas pris directement le relais des États membres pour décider des confinements
gérer le télétravail ou encore coordonner l'effort dans les hôpitaux? Eh bien, il faut remonter à 2007 pour avoir la réponse. Cette année-là, les chefs d'État et de gouvernements européens négocient un nouveau traité pour remplacer la défunte Constitution européenne. C'est le traité de Lisbonne qui est en gestation ici. On prévoit alors de donner à l'Union le pouvoir d'harmoniser les législations des États membres pour lutter contre les pandémies. On a encore en mémoire à ce moment la crise de la vache folle, où l'Europe avait pu agir rapidement en contrôlant la production de bœuf, certes, mais pour tout ce qui relevait du volet santé humaine, elle était assez démunie, il faut dire. Je suis sûre que c'est encore un coup des Britanniques pendant les négociations. Détrompez-vous, Tania. Cette fois, c'était pas les Britanniques qui étaient à la manœuvre pour freiner les ardeurs fédéralistes de certains États. Pas cette fois. Là, il a fallu faire face à une fin de non-recevoir du gouvernement danois, le Danemark, qui ne voulait pas que cette compétence soit transférée à l'Union. Résultat, ce pouvoir de gérer les pandémies reste entre les mains des États, mais ce n'est pas pour autant que rien n'est possible et que rien n'est fait. À Francfort, où elle a son siège, la Banque Centrale Européenne a fait marcher, clairement, la planche à billets, comme on dit, en rachetant pour plus de 1 000 € de dettes des États. Alors, concrètement, ça permet de faire économiser aux États des dizaines de milliards d'euros grâce à des taux d'emprunt très faibles et parfois même négatifs, pour ce qui concerne en tout cas la France. Et puis, il y a eu aussi ce plan de relance gigantesque décidé par les États au sein du Conseil européen, un plan de 750 milliards d'euros, dont la moitié seront des subventions versées aux États. Je rappelle que lorsque la France annonce un plan de relance de 100 milliards pour le pays, 40 milliards de ces 100 milliards, en fait, sont une subvention qui viendra directement du budget de l'Union européenne. Et ça, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, mais c'est vrai qu'on ne reste que sur le volet financier. Pour autant, dans d'autres domaines, autres que économiques ou financiers, l'Union, on le verra, a pu intervenir. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Sky, just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. Vous êtes toujours dans Objection Votre Europe et vous écoutez Just the Two of Us de George Benson. Et aujourd'hui dans Objection Votre Europe, on reçoit Claude Bluman, professeur émérite de droit européen à l'université Paris II Panthéon-Assas. Il est l'auteur de 2 des ouvrages de référence pour tous ceux qui ont appris le droit européen. Un ouvrage droit matériel de l'Union européenne chez Montchrétien et un autre droit institutionnel de l'Union européenne chez LexisNexis. Mais
Claude Bluman, ça vous dérange pas si on s'appelle par nos prénoms ? Non. Très bien, alors Claude, aujourd'hui on vous reçoit aussi parce que vous avez publié un article pour le Club des juristes sur les faiblesses du dispositif anti-crise de la Commission européenne face au Covid-19, et puis pour les surligneurs aussi un article sur le rôle devenu incontournable de l'Agence européenne du médicament. Alors bienvenue dans Objection Votre Europe. Claude, ma première question que je voudrais vous poser, en tout cas, c'est quelle est véritablement la compétence de l'Union en matière de santé publique ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour protéger la santé publique des citoyens européens ? Oui, merci Vincent. Il est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur la question de la compétence, qui est une question assez délicate, au vu des textes notamment. Disons que, en gros, en substance, l'Union européenne n'a pas une compétence pour intervenir sur le terrain de la santé. Les États sont conservés la compétence par devers eux, sauf dans certains domaines qui sont les enjeux communs de santé et de sécurité. Où là, on passe dans le domaine de ce qu'on appelle les compétences partagées. Partagées, c'est-à-dire que les États et l'Union peuvent intervenir, le tout étant régulé par le principe de subsidiarité et de proportionnalité. Ce qui veut dire, juste pour une parenthèse, oui, pour que les auditeurs comprennent bien, l'Union européenne n'a pas de compétences en quelque sorte pour gérer les hôpitaux français. Oui. En revanche, dès qu'il y a des problématiques transfrontalières sanitaires, un peu comme la crise de la vache folle par exemple, oui, elle peut intervenir pour essayer de compléter un peu l'action des États et les aider à faire face. Tout à fait. Il faut faire effectivement la distinction. La santé publique dans le traité, article 168, on appelle ça une compétence d'appui, de coordination et de complément. Mais l'Union européenne ne peut pas légiférer, ne peut pas harmoniser les législations nationales, sauf dans les domaines qui sont ceux des enjeux communs dont je parlais tout à l'heure. Mais ne pas pouvoir harmoniser les législations nationales, ne pas pouvoir légiférer, autrement dit, c'était pas le problème dans la crise Covid. On ne demandait pas à l'Union, ni à la Commission, en particulier avec son pouvoir de proposition, d'harmoniser les législations nationales. Le problème, c'était d'intervenir rapidement sur le terrain. Et ça, elle pouvait le faire, puisqu'on est en présence d'une compétence d'appui, de coordination. Et ce qu'on lui demandait, c'était de coordonner. Et ce qu'elle a eu du mal à faire au début, alors qu'elle a les outils juridiques et matériels pour le faire. Alors, elle peut notamment adopter des recommandations, bien, certes qui ne sont pas des actes à valeur contraignante, mais elle a à sa disposition tout un dispositif technique, des comités, des organismes à sa disposition, dont un certain centre de prévention et de contrôle des maladies, qui a son siège à Stockholm et qui est doté en plus d'un système dit d'alerte précoce. Donc elle avait de quoi intervenir sans avoir à légiférer. Donc d'ailleurs, en parlant de ce centre européen de contrôle des maladies, est-ce que, pour le coup, ici, l'Union européenne ou la Commission n'avait pas la possibilité de renforcer ses moyens pour que ce centre devienne un vrai centre de référence en Europe sur la prévention des maladies, l'information sur le Covid, etc. Oui, alors c'est là qu'il y a une certaine difficulté parce que ce centre, c'est une agence de l'Union européenne, agence, office, observatoire, donc qui n'a pas de pouvoir contraignant. Pourtant, c'est un organisme qui a son siège à Stockholm, qui est doté de 300 agents, et c'est énorme, hein, mais qui fait surtout des travaux, d'études, de recherche, etc. Alors, il est doté, ce centre, aussi d'un mécanisme d'alerte précoce, le SARPS, mais qui, en l'espèce, n'a pas vraiment réagi. Donc on n'a pas pu passer du stade de l'information à une véritable coordination d'action sur le terrain. Mais l'outil existe.
Et il faut dire qu'il n'a pas été bien utilisé, parce qu'il y a des outils semblables, par exemple pour les produits alimentaires, pour détecter les anomalies, les risques pour la santé. Et cet outil-là, c'est le RASSF, je crois, fonctionne parfaitement bien. Et là, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y avait une résolution du Parlement européen en 2020 demandant à la Commission européenne de mettre en place une vraie stratégie en matière de santé publique dans le cadre du Covid. Et effectivement, alors peut-être parce qu'elle n'a pas forcément aussi les moyens financiers, le budget de l'Union est extrêmement faible par rapport à ses missions. Mais il y a une chose qu'elle a pu faire, la Commission, c'est enclencher une dynamique positive de la part des États sur la question des vaccins. Et là, pour le coup, la Commission européenne s'est mise à négocier directement au nom des États, des 27, des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques pour acheter des vaccins. Sur quel fondement, sur quelle compétence elle a pu faire ça ? Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Et la compétence qui a été trouvée, elle est dans le traité FUE à l'article 122, paragraphe 1er, qui prévoit en substance, donc c'est un article très, très intéressant et curieux à la fois, parce qu'il est placé dans les dispositions relatives à l'union économique et monétaire. Et on ne s'attend pas à trouver là le fondement pour des actions en matière sanitaire. L'union économique et monétaire, pour les auditeurs, c'est la zone euro en quelque sorte. C'est la zone euro. Et plus particulièrement puisque dans l'Union économique et monétaire, il y a le volet monétaire et le volet économique. En l'occurrence, c'est dans le volet économique où il est prévu que, sur une base de solidarité, l'Union peut accorder des aides d'urgence aux États membres en difficulté, notamment sur le plan de l'énergie. Et c'est un article qui a été fait surtout pour l'énergie. On se souvenait des crises énergétiques européennes. Mais là, il n'y avait pas de raison de ne pas l'utiliser pour la santé, puisque l'énergie n'est visée que comme un domaine parmi d'autres. Alors, sur cette base, a été adopté un règlement en 2016 qui prévoit des lignes directrices pour intervenir donc sous forme d'aide d'urgence. Et plus récemment, il y a eu un autre règlement de 2020, alors adopté au début de la crise Covid, alors qui lui descend dans le détail et qui prévoit que des modalités d'action sur le terrain et qui prévoit plus précisément que les États membres peuvent demander à la Commission et c'est écrit noir sur blanc, de signer des contrats, de contracter avec des organismes pour justement intervenir et obtenir la fourniture de cette aide d'urgence, dont la nature n'est pas précisée à ce stade, mais qui peut être effectivement la fourniture de vaccins. C'est ça, la base juridique. Et alors, la Commission, elle a utilisé effectivement ce pouvoir-là. Elle a acheté jusqu'à plus actuellement 2,3 milliards de doses de vaccins auprès de différents laboratoires, Pfizer, Moderna, et même Sanofi, etc. Et on l'a beaucoup critiqué sur la négociation de ces contrats. On a dit qu'elle avait négocié trop tard, que aujourd'hui il y a des problèmes de fourniture et de livraison de ces vaccins. Bon, pour tout un tas de raisons, mais moi la question qui m'intéresse ici, parce qu'il y a aussi une polémique un peu facile, je trouve, sur la gestion de ces vaccins-là. La question en fait, moi, que je me pose, c'est est-ce que la Commission est vraiment inexpérimentée en matière de négociation de contrats avec comme ça des acteurs privés, ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qu'elle faisait déjà auparavant ? Oui. Non, je ne crois pas qu'elle soit inexpérimentée. De toute façon, il y a le problème d'une entité publique donc qui a comme objectif l'intérêt général de contracter avec le monde des affaires. Et on sait que même pour un État, c'est pas très facile. Non, il y a beaucoup de précédents et je dirais que la Commission contracte au jour le jour, ne serait-ce que pour ses propres fournitures, les bureaux de presse ou d'information dans les capitales nationales sont peuplés de ce qu'on appelle des agents locaux qui sont recrutés sur une base contractuelle. Mais aussi dans le cadre
du fonctionnement des politiques communautaires, je reprends encore cette ancienne expression, en matière de politique du développement, par exemple, d'aide au développement. Où là, il y a des contrats plus importants. Il y a des contrats très importants qui sont conclus. Alors, on parle par exemple de micro-projets avec des associations locales de producteurs, d'agriculteurs ou avec des ONG, donc avec des entités privées. Donc ça, c'est assez courant. Oui. Donc c'est quelque chose qu'elle sait faire, d'autant plus que voilà, la personne qui a été mise à la tête de la négociation de ces contrats était la personne qui avait négocié pour la Commission européenne le traité entre l'Union et le Mercosur. Donc déjà, c'est une grosse négociation extrêmement importante. Voilà, donc une compétence qu'elle a, mais il est vrai, là, pour le coup, il y a peut-être des erreurs politiques qui ont été faites de la part de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. J'ai une dernière question, Claude, c'est dans le contexte du Brexit. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que les Britanniques étaient sortis de l'Union européenne qu'ils ont pu mieux gérer cette politique d'achat et de vaccination ? Non, absolument pas. Il n'y a pas de lien direct, je crois, avec le Brexit. Naturellement, Boris Johnson a exploité, non pas les difficultés de l'Union européenne, mais forcément les lourdes procédures européennes pour montrer que lui, tout seul, avec les organismes nationaux, il pouvait faire mieux, mais en l'occurrence, il a été aidé par le fait que AstraZeneca, puisque c'est cet organisme en matière de vaccins dont on parle, à son siège au Royaume-Uni, et que très tôt ils avaient conclu, les Britanniques, des accords avec AstraZeneca. Bon, la Commission a fait preuve de lenteur, mais c'est inhérent à ses modes de fonctionnement, et n'oublions pas qu'en matière de médicaments, il y a des procédures, et que la Commission, avant de prendre une décision, de contracter, doit consulter l'Agence européenne du médicament, et que c'est une étape incontournable. Et par exemple, s'agissant du vaccin de Pfizer, BioNTech, l'Agence du médicament, dans un premier temps, a manifesté des réticences, parce que ce n'était pas mûr. Tout comme d'ailleurs pour le vaccin d'AstraZeneca, qui en France n'est pas recommandé pour les plus de 65 ans, et en Espagne même pour les plus de 55 ans. La précipitation n'est pas forcément une bonne solution en matière. Surtout sur un continent, et en particulier en France, où il y a une grande défiance à l'égard des vaccins. Merci beaucoup, Claude. Donc, je rappelle Claude Bluman, donc professeur émérite à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, donc spécialisé des questions européennes, de droit européen. Merci d'être venu aujourd'hui nous expliquer tout ça dans Objection entre Europe. L'Europe. Et c'est l'heure de la chronique de Tania Rachaud et les droits de l'homme, bordel. Aujourd'hui, vous nous parlez de dons du sang faits par des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. Effectivement, aujourd'hui un sujet de santé au moins aussi sérieux que les vaccins contre le Covid, celui du don du sang. Certains d'entre vous donnent probablement régulièrement leur sang et certains d'entre vous en sont peut-être empêchés. Et oui, parce que jusqu'en 2015, les hommes qui ont eu des relations sexuelles entre hommes ne pouvaient pas donner leur sang en raison d'une circulaire qui pose le principe de sélection des donneurs depuis 1983. En 2015, ce n'est pas la révolution non plus, mais ces personnes peuvent donner leur sang à condition de respecter une période d'abstinence de 1 an. 1 an qui a été réduite finalement en février 2020 à 4 mois. Le débat maintenant, c'est la suppression de cette période d'abstinence. Alors avant d'en parler, voyons peut-être le rapport de tout ça avec l'Europe. Eh bien, en 2015, justement, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision à ce sujet. Et elle nous a dit, sans trop de surprise, que le principe de sélection des donneurs de l'époque, en 2015, est une discrimination, mais
Mais, cette constatation est accompagnée d'un si. C'est discriminatoire s'il existe d'autres moyens scientifiques que l'interdiction ou l'abstinence à long terme pour s'assurer de l'absence de VIH dans le sang. C'est pas du tout de la stigmatisation. Mais attends, à partir du moment, c'est quelque chose de scientifique. Toute personne qui donne son sang devrait dire, bah voilà, j'ai eu des rapports sexuels. Oui, mais il y a c'est ce qu'on leur demande. Tous. Le don du sang, c'est un don pour sauver quelqu'un. Et l'homme qui va voir toutes les prostituées du boulevard Nike, qui ont presque tous le sida. Mais on les prend pas, enfin. Tu parles parce qu'ils te le disent. Mais enfin, on ne les prend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? De don du sang, c'est quelque chose. Tous les clients des prostituées arrivent en donnant leur sang en disant j'étais voir une prostituée la semaine dernière. Mais on leur demande. Non, mais c'est du déclaratif. Tu peux très bien C'est discriminatoire. Ce débat des grandes gueules sur RMC que l'on vient d'entendre date de 2014, mais il reste d'actualité. Concrètement, les scientifiques mettent en avant le fait que d'une part, les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes sont davantage touchés par le HIV, et d'autre part, l'existence d'une fenêtre silencieuse de 12 jours durant laquelle le virus ne peut pas être détecté. Ceci dit, je rejoins les grandes gueules et ces aspects peuvent aussi concerner des personnes qui, par exemple, participent à des orgies. Tania, vous allez encore nous reparler de ce député européen hongrois qui avait été surpris dans une orgie masculine à Bruxelles. La tentation est grande, mais je vais continuer sur mon sujet. Ce débat reste donc d'actualité puisque la loi bioéthique, qui est en cours d'adoption en ce moment, en février 2021, aborde le sujet. Les médias avaient d'ailleurs crié victoire un peu trop vite, en estimant que le délai de 4 mois était supprimé par un amendement de l'Assemblée nationale, alors que le Sénat est revenu sur l'amendement ensuite. Du coup, dans la version de juillet 2020, il est dit « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec qui il aurait entretenu des relations sexuelles. » Donc, on entend suppression de la période d'abstinence, a priori. Mais la version de février 2021 du Sénat enrobe un peu le tout. Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Bref, ça n'est pas gagné. En effet, Tania, et si vous vous êtes fait vacciner doublement contre le Covid, vous ne serez pas à une piqûre près pour faire un petit don du sang. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission du site Amicus Radio. Et pour l'actu, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. À bientôt. L'Europe, l'Europe, l'Europe.